L'équipe de France remporte le tournoi des 6 nations en venant à bout de l'Angleterre au terme d'un match totalement fou, 48-46, France Info. L'équipe de France remporte le tournoi des 6 nations en venant à bout de l'Angleterre au terme d'un match totalement fou 48-46. Les Bleus ont su se débarrasser d'Anglais qui leur ont posé d'énormes problèmes, samedi, au Stade de France, mais ont pu compter sur un immense Louis Bielbiarré. Publié le 14-03-2026 23h04 mis à jour le 15-03-2026 minuit 17 temps de lecture, 4 minutes l'explosion de joie de l'équipe de France, vainqueur de l'Angleterre au bout du suspense dans le dernier match du tournoi des 6 nations 2026, le 14 mars au Stade de France. Thomas Samson AFP un énorme combat et au bout, la délivrance après un dernier coup de pied vainqueur de Thomas Ramos. Le 15 de France a été bousculé mais a finalement arraché une très courte victoire 48-46 sur l'Angleterre au Stade de France, samedi 14 mars. Les Bleus s'offrent un deuxième sacre de suite dans le tournoi des 6 nations, grâce notamment à 4 essais de Louis Bielbiarré, qui en compte désormais 29 en 27 sélections. Le 15 de France termine avec 4 victoires pour une défaite et réalise son premier doublé depuis les années 2006 à 2007. Après la sirène, le 15 de France obtient une pénalité tapable pour Thomas Ramos. Le Toulousain parvient à la passer entre les perches. La France l'emporte 48-46 et gagne le tournoi des 6 nations 2026. Une minute pour les 120 ans du crunch, l'Angleterre, qui ne pouvait plus être sacrée, était venue pour jouer un bien mauvais tour à son meilleur ennemi. Et cela a presque réussi. Il a fallu attendre l'ultime seconde pour terrasser ces valeureux et surprenants Anglais. Car si titre il y a bien, il fut beaucoup plus dur que prévu à aller chercher. La défense française a une nouvelle fois souffert, comme face à l'Écosse la semaine passée. Il a fallu un Thomas Ramos au rein des aciers pour passer la pénalité de la gagne, ainsi qu'un immense match de Louis Bielbiarré pour à chaque fois débloquer la situation. C'est le 15 de France qui débute de la meilleure des manières le crunch. Face aux Anglais, au Stade de France, Louis Bielbiarré trouve la faille sur une passe au pied de Thomas Ramos. Il met les Bleus devant au score. Une minute l'ailier de 22 ans, désigné homme du match, a lancé parfaitement les Bleus, avec 2 essais dans le premier quart des heures 7e et 13e sur 2 passes au pied signés Thomas Ramos et Mathieu Jalibert, qui ont envoyé leur fusée favorite atterrir dans l'embut. Mais cette Angleterre, qui avait pourtant subi la première défaite de son histoire face à l'Italie il y a une semaine, avait dû répondre samedi soir. Après avoir à chaque fois répondu aux essais français par Tom Robuck 10e et Caden Murley 19e, c'est même elle qui a profité du temps faible des Bleus, autour de la demi-heure de jeu, pour passer 2 essais par Oli Chessom 26e et Alex Cause 34e. La puissance des hommes de Steve Borthwick a ferraillé tout le match avec la vitesse de ceux de Fabien Galtier, qui sont rentrés à la pause menés de 3 points 24-27 après un essai de pénalité accordé juste avant la pause, qui a même coûté un carton jaune à Elis Jange. À la suite d'une faute cynique d'Elis Jange, qui reçoit un carton jaune, le 15 de France obtient un essai de pénalité après la sirène. 24-27 à la pause, donc, dans ce crunch sous haute tension. Les Anglais débuteront le second acte par 10 minutes à 1 de moins. 2 minutes une supériorité numérique parfaitement exploitée par les tricolores au retour des vestiaires, avec 2 nouveaux essais, par l'inévitable Bielbiarré 42e puis son comparse du côté opposé, Théo Atisog 49e pour passer de -3 à 11 au score. Mais il était écrit que ce 20e crunch serait âpre, disputé et à suspense jusqu'au bout. Louis Bielbiarré s'est offert un quadruplé sur un sprint de 60 mètres exceptionnel 66e mais ce sont les Anglais qui ont pris les commandes des 1 petit point à 4 minutes de la fin sur un essai de 3 Freeman 66e, alors que la défense française avait encore une fois cédé devant son embut. Avant donc que le pied, toujours aussi chirurgical et imperméable à la pression, de Thomas Ramos ne vienne soulager le 15 de France et leurs supporters, qui étaient 78 728 spectateurs du Stade de France. Incroyable Louis Bielbiarré. L'ailier de l'équipe de France marque son 4e essai du soir dans ce crunch, ce qui permet aux Bleus de reprendre l'avantage au score. 2 minutes les Bleus, qui n'avaient que à abattre l'Angleterre même sans bonus pourraient s'offrir le tournoi, se sont fait extrêmement peur, avec une défense perforée et qui a encaissé 96 points sur ses 2 derniers matchs. Mais l'essentiel est ailleurs, pour la première fois depuis 19 ans, le 15 de France réalise le doublé dans le tournoi et conforte son statut de meilleure équipe de l'hémisphère Nord, à moins de 2 ans de la Coupe du Monde en Australie, à l'automne 2027. Sujet suivant. Pourquoi l'île iranienne de Kharg, frappée par les États-Unis, est-elle stratégique dans la guerre contre l'Iran, mais aussi pour le cours du pétrole? France Info. Pourquoi l'île iranienne de Kharg, frappée par les États-Unis, est-elle stratégique dans la guerre contre l'Iran,
mais aussi pour le cours du pétrole. Donald Trump a expliqué avoir choisi de ne pas détruire les infrastructures pétrolières de l'île pour le moment, mais il a menacé de le faire si Téhéran continuait de bloquer le détroit d'Ormuz. Or c'est par là que l'Iran exporte 90% de son pétrole. Ce n'est qu'une toute petite bande de terre, mais elle est cruciale pour l'Iran. L'île de Karg, jusqu'à présent épargnée par Israël et les États-Unis dans la guerre qu'ils ont déclenchée fin février, a été visée par des frappes américaines, vendredi 13 mars. De quoi faire frémir les observateurs et acteurs des marchés de l'énergie. Le territoire situé à une trentaine de kilomètres des côtes iraniennes abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut du pays. Selon l'agence de presse iranienne Phare, 15 explosions ont été entendues, mais aucune infrastructure pétrolière n'a subi de dégâts. L'ennemi a tenté d'endommager les défenses de l'armée, la base navale Joshan, la tour de contrôle de l'aéroport et le hangar à hélicoptères de la Continental Shelf Oil Company, énumère cet organe iranien. Donald Trump a lui-même expliqué sur Truth Social, dans la nuit de vendredi à samedi, avoir choisi de ne pas détruire les infrastructures pétrolières de l'île, par souci de décence. Le président américain a en revanche revendiqué avoir anéanti totalement toutes les cibles militaires de l'île. Et le chef d'État américain de prévenir que cet arbitrage pourrait être réétudié en fonction des développements du conflit dans le très stratégique détroit d'Ormuz, actuellement bloqué par le régime iranien, paralysant ainsi les exportations d'hydrocarbures à travers le monde. Si l'Iran, ou qui que ce soit d'autre, venait à entraver la libre et sûre navigation dans le détroit d'Ormuz, je reconsidérerais immédiatement ma décision. Les États-Unis prennent en quelque sorte l'île en otage, analyse l'ancien général de brigade de l'armée américaine Mark Kimmit auprès de CNN, pour s'assurer que l'Iran n'entrave plus le passage des navires dans le détroit. Quelques heures après son premier message menaçant, Donald Trump a posté une vidéo d'1 minute et 4 secondes, portant la mention « déclassifiée », présentant une compilation d'images présentées comme celle des frappes sur l'île la nuit précédente. L'une d'elles vise manifestement une base aérienne, et semble provoquer des dégâts sur une piste d'atterrissage. Ces bombardements sont loin d'être anecdotiques pour l'économie iranienne. L'Iran est le 4e producteur au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, et près de 90% de ses exportations de brut transitent par cette île située au nord du golfe Persique, d'après une note de la banque américaine JP Morgan. Des oléoducs reliés à des gisements de pétrole et de gaz débouchent à Karg, où on trouve aussi des installations de stockage, et les eaux qui l'entourent sont assez profondes pour que les navires pétroliers viennent y accoster, contrairement à une large partie du littoral iranien, explique le New York Times. Selon le quotidien américain, l'île compte 3 sites pétroliers principaux, dont le plus important du pays. Karg est une pierre angulaire de l'économie iranienne et une importante source de revenus pour les gardiens de la révolution, résume la note de JP Morgan. Alors l'île peut stocker jusqu'à 30 millions de barils, 18 millions s'y trouvent actuellement, d'après les données du cabinet d'analyse des flux de matières premières Capleret. La Chine est l'importateur majoritaire de ce pétrole iranien, selon les données de Capleret pour 2025, citées par Reuters. Et la guerre déclenchée le 28 février n'a en aucun cas mis à l'arrêt les activités du terminal pétrolier, selon des images authentifiées par France Télévisions. Une carte de l'île de Karg, située dans le nord du golfe Persique, à une vingtaine de kilomètres des côtes iraniennes. Elif Akar Anadolu AFP. Des frappes massives menées par les États-Unis ou Israël sur cette île auraient également des répercussions sur l'économie mondiale. Selon une note de la société de conseil Vortexa repérée par Libération, ces conséquences seraient même sans précédent depuis la guerre du Golfe. Une attaque directe contre les infrastructures de chargement de l'île de Karg, combinée à un conflit prolongé empêchant les opérations de réparation, réduirait l'offre mondiale de 1,5 à 2 millions de barils par jour durant 3 à 6 mois, voire plus, détaille la note. Et pour cause, l'an dernier, les exportations iraniennes étaient de 1,6 million de barils par jour. Cette année, elles atteignent 1,56 million de barils par jour en moyenne, chiffre Omeyoun Falakchahi, analyste chez Capleret, dans les Échos. Une frappe directe stopperait immédiatement la majeure partie des exportations de pétrole brut iranien, analyse JP Morgan dans sa note. Et si les installations pétrolières étaient visées, leur reconstruction pourrait nécessiter des mois, voire plus d'1 an, complète Miyushu, une autre analyste spécialiste du pétrole brut chez Capleret, citée par CNN. Même si ce pétrole,
qui ne serait donc plus en circulation en cas d'attaque massive de l'île, est avant tout destiné à la Chine, les répercussions de telles frappes seraient mondiales. La réaction du marché serait très forte, pronostique ainsi Omeyoun Falakshai. De quoi provoquer une nouvelle envolée du prix d'un baril de pétrole. Or, on sait très bien que, surtout pour Donald Trump, c'est un cauchemar, poursuit Thierry Coville, spécialiste de l'Iran, pour France Télévisions. Les marchés anticiperaient notamment la réaction du régime iranien à de telles attaques sur son île. L'Iran pourrait infliger beaucoup plus de dégâts aux installations pétrolières et gazières du Golfe s'il le souhaite, et il peut le faire rapidement. Tout le monde le sait, selon Farzan Nadimi, chercheur au Washington Institute for Near East Policy, pour l'AFP. Après les menaces formulées vendredi par Donald Trump, le porte-parole du quartier général central de Qatam al-Anbiya, affilié aux Gardiens de la Révolution, a prévenu toutes les installations pétrolières, économiques et énergétiques appartenant à des compagnies pétrolières de la région en partie détenues par les États-Unis, ou qui coopèrent avec les États-Unis, seront immédiatement détruites et réduites en cendres. Mais Washington a-t-il un plan à plus long terme pour l'île? La presse américaine, dont le Washington Post et Axios, citant des responsables de l'administration américaine, évoque l'intervention possible de forces terrestres américaines à Karg. L'ancien envoyé spécial de la Maison-Blanche auprès de l'Ukraine, le lieutenant-général Keith Kellogg, a également soutenu cette éventualité sur Fox News. Selon lui, une invasion terrestre de l'Iran demeure complexe, car le pays est trop vaste, mais si vous prenez cette île, vous les isolez économiquement. Cité par Libération, le chercheur Elie Tenenbaum tempère, ce type d'opération terrestre est extrêmement risqué quand il n'est pas conduit, dans la foulée immédiate de la sidération d'une attaque initiale. Sujet suivant. Un avocat écroué, 2 rappeurs interpellés, 4 millions d'euros saisis. Après le coup de filet contre la DZ Mafia, ce qu'il faut retenir de la conférence de presse du procureur de Marseille, France Info. Une opération inédite contre la DZ Mafia. Le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, a tenu une conférence de presse samedi 14 mars pour détailler le résultat du coup de filet mené entre lundi et mardi contre cette organisation qui domine le narcotrafic à Marseille. Les 42 interpellations, dans le cadre d'une enquête commencée début 2024, se sont soldées par 26 mises en examen, dont celle de 2 rappeurs et d'un avocat, a-t-il détaillé. France Info fait le point sur les principaux éléments à retenir de cette prise de parole. 26 personnes mises en examen, 15 placés en détention provisoire. Les chefs de mise en examen de l'ensemble des personnes incriminées, groupement criminel, blanchiment aggravé et participation à une organisation criminelle, énumère le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson. 1 minute. Cette vaste opération, baptisée Octopus Pieuvre en anglais par ses initiateurs, a été menée par 900 gendarmes. Sur les 42 personnes interpellées dans 6 départements, 26 ont été mises en examen et 15 ont été placées en détention provisoire, a annoncé le procureur samedi. 5 personnes étaient déjà détenues, dont 4 dans des prisons de haute sécurité. Parmi les chefs de mise en examen des personnes incriminées, le procureur a évoqué ceux de groupement criminel, blanchiment aggravé et participation à une organisation criminelle. Certains ont reconnu tout ou une partie des faits qui leur sont reprochés, certains ont farouchement nié, a ajouté Nicolas Besson. À ce stade, ils demeurent tous présumés innocents. Selon les informations de France Info, parmi les personnes mises en examen figurent notamment 3 personnes soupçonnées d'être les chefs de la DZ Mafia, Amino, aussi appelé Amine, Gabrielo, alias Gabi, et Madi Z, surnommé La Brute. Tous 3 étaient déjà en détention. 2 rappeurs de la scène marseillaise interpellés. L'enquête a permis de mettre au jour l'immixtion de la DZ Mafia dans le monde du rap, a souligné le procureur. Selon Nicolas Besson, l'organisation a investi dans le monde de la musique afin d'avoir une diversification des sources de revenus, de blanchir le fruit de leurs activités illicites et de bénéficier d'un relais publicitaire pour la franchise, notamment auprès de la population pénale. Le label You Le Record, au cœur du dossier, a ainsi adressé des spéciales dédicaces aux détenus de Vendin-le-Vieil et de Condé-sur-Sarthe, 2 prisons de haute sécurité. 2 rappeurs marseillais, Kid Kut et Dika, font partie des personnes arrêtées dans le coup de filet du début de la semaine, et désormais mises en examen. Le premier a été placé en détention provisoire, le second sous contrôle judiciaire. Issu de la scène marseillaise, Dika est le plus célèbre des 2 artistes. Ses morceaux comptent quelques millions de vues sur YouTube, et il a collaboré avec des stars du rap français comme Nap ou Alonso. Un avocat soupçonné de corruption écroué. Un avocat figure aussi parmi les 26 personnes mises en examen.
Une source judiciaire précise à France Télévisions qu'il s'agit de Kamel Essaoui, et qu'il a été écroué à la prison de Villeneuve-lès-Maglone-Hérault. Selon le procureur, il est soupçonné d'avoir permis à un cadre de la DZ Mafia d'échanger avec l'extérieur alors qu'il était incarcéré dans une des prisons de haute sécurité créées par le gouvernement pour empêcher les narcotrafiquants de piloter leurs activités depuis leurs cellules. Selon Nicolas Besson, ce détenu a pu communiquer via une ligne téléphonique ouverte par Kamel Essaoui, ainsi que par l'ordinateur de ce dernier, et via des courriers de l'avocat, soumis au secret professionnel. Des saisies d'une valeur de 4 millions d'euros ou les saisies réalisées pour une valeur de 4 millions d'euros. 12 biens immobiliers saisis pour une valeur de base de plus de 2 400 000 euros, détaille le procureur de Marseille, Nicolas Besson, après le coup de filet sur la DZ Mafia. Une minute. Nicolas Besson a expliqué que la lutte contre le blanchiment a été l'un des axes de l'enquête menée dans ce dossier. La DZ Mafia avait besoin de véhicules pour ses activités et assurer le train de ville de ses membres. Plusieurs entreprises de location de véhicules de luxe ont été identifiées, a-t-il notamment détaillé. Des saisies ont été réalisées pour une valeur de 4 millions d'euros, a chiffré le procureur de la République. Il s'agit notamment de téléphones et de tablettes utilisés pour les activités criminelles, mais aussi des saisies numéraires de l'argent liquide, de la crypto-monnaie, la saisie de 12 biens immobiliers, pour une valeur de base de plus de 2,4 millions d'euros, des véhicules, des motos, des quads et divers objets de luxe et high-tech, a-t-il énuméré. Quand les camions plateaux ont enlevé les véhicules de luxe dans lesquels les narcotrafiquants pavanaient, il y a eu un soulagement et les gendarmes ont entendu des personnes leur dire merci, a relaté Nicolas Besson. Dans cette procédure nous nous sommes attachés au blanchiment de proximité. Cette vague d'interpellation ne met pas un terme à la procédure, ce n'est que le début. Nous allons remonter les circuits de blanchiment plus sophistiqués, a-t-il prévenu. Dans ce dossier, plus de 900 comptes bancaires ont également été analysés, a ajouté le colonel de gendarmerie Olivier Leblanc. Interrogé sur des traces éventuelles d'argent de la DZ Mafia dans des paradis fiscaux, le procureur a précisé avoir identifié des investissements à Dubaï. Je ne vais pas rentrer davantage dans le détail, c'est la deuxième phase de cette enquête, a-t-il poursuivi. Un réseau qui se féminise et un ancrage marseillais confirmé à l'issue de l'opération, 26 personnes ont été déférées, 11 hommes 9 femmes. La moyenne d'âge est de 28 ans, ce n'est pas neutre, détaille le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, après l'interpellation de 42 personnes liées à la DZ Mafia. 2 minutes. Parmi les personnes mises en examen figurent 9 femmes, ce qui témoigne d'une véritable féminisation du narcobanditisme, a pointé Nicolas Besson. La moyenne d'âge des personnes mises en cause est de 28 ans, loin du profil des jeunes adolescents et qui servent de chair à canon Beau Groupe, a analysé le procureur, ce qui démontre que l'on arrive au cœur de la structure selon lui. Dans ce dossier, 20 mis en cause sont originaires de Marseille, a aussi précisé Nicolas Besson, ce qui confirme selon lui que la DZ Mafia est bien une organisation marseillaise, même si elle s'est étendue ailleurs en France. La franchise s'exporte, a résumé le colonel de gendarmerie Olivier Leblanc, lors de cette même conférence de presse. Enfin, parmi les interpellés, 6 personnes sont totalement inconnues de la police et de la justice et n'ont pas de casier judiciaire, a aussi précisé le procureur, qui y voit le signe que, pour que le réseau perdure, il faut qu'il y ait dans leur environnement des personnes qui ne touchent pas la drogue, qui ne touchent pas le cash. Sujet suivant. Donald Trump exhorte d'autres pays, dont la France, à envoyer des navires pour sécuriser le détroit d'Ormuz, France Info. Donald Trump exhorte d'autres pays, dont la France, à envoyer des navires pour sécuriser le détroit d'Ormuz. La République islamique d'Iran revendique toujours le contrôle de ce détroit stratégique du Golfe Persique, où transitait avant la guerre un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole. Publié le 14/03/2026 20h45 temps de lecture. 3 minutes. Le président américain Donald Trump, dans le Maryland, aux États-Unis, le 13 mars 2026. Nathan Howard Getty Images North America AFP vendredi, il assurait que la marine américaine commencerait, très bientôt, à escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump a exhorté samedi 14 mars ses alliés à envoyer des navires de guerre pour sécuriser cette voie maritime stratégique entravée par la guerre en Iran, entrée dans sa 3e semaine sans aucun signe d'accalmie. De nombreux pays vont envoyer des navires de guerre, en collaboration avec les États-Unis, pour maintenir le détroit ouvert et sûr, a écrit le président américain sur son réseau Truth Social, après avoir indiqué la veille que la marine américaine commencerait, très bientôt, à escorter des pétroliers dans ce passage stratégique. Espérons que la Chine, la France, le Japon,
la Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus menacé par un pays totalement décapité, a-t-il ajouté. Les pays du monde qui s'approvisionnent en pétrole via le détroit d'Ormuz doivent veiller à la sécurité de ce passage, et nous les aiderons, a-t-il écrit quelques heures plus tard dans une autre publication sur le même réseau social. Donald Trump a affirmé que l'armée américaine avait complètement détruit des cibles militaires sur l'île de Karg, située à environ 30 km des côtes iraniennes et qui abrite le plus grand terminal d'exportation de pétrole brut du pays. 15 explosions y ont été entendues samedi, mais aucune infrastructure pétrolière n'a été endommagée, selon l'agence de presse iranienne Phare. Le président américain a prévenu qu'il s'en prendrait aux infrastructures pétrolières de l'île si le passage libre et sûr des navires n'était pas rétabli dans le détroit d'Ormuz. En réponse, Téhéran a menacé de réduire en cendres les sites pétroliers liés aux États-Unis ou au Moyen-Orient et de viser ses entreprises dans la région. Le 28 février, les États-Unis et Israël lançaient une opération d'envergure contre l'Iran, tuant le guide suprême Ali Khamenei. Depuis, le conflit embrase la région et provoque une flambée de l'or noir, avec le blocage quasi total par l'Iran du détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire 20% de la production mondiale de pétrole. Les belligérants enchaînent quotidiennement les attaques ponctuées de déclarations menaçantes, avec un bilan de plus d'1 millier de morts, majoritairement en Iran, selon les autorités. Au Liban, autre théâtre de la guerre, pilonné par Israël qui divisait le Hezbollah pro-iranien, les frappes israéliennes ont fait au moins 826 morts, dont 106 enfants, et plus de 800 000 déplacés depuis début mars, selon le ministère libanais de la Santé. Sujet suivant. Ligue 1, Lorient crée la surprise en battant Lens qui rate l'occasion de prendre la place de leader au PSG, France Info. Ligue 1, Lorient crée la surprise en battant Lens qui rate l'occasion de prendre la place de leader au PSG à domicile. Les Lorientais se sont offerts le dauphin de Ligue 1 2-1 en prenant par 2 fois l'avantage, samedi après-midi. Publié le 14-03-2026 19h. Temps de lecture, 1 minute. La joie de Bamba Dieng, auteur de l'ouverture du score pour Lorient face à Lens, le 14 mars 2026. Nicolas Créac-Max PPP, une belle occasion de manquer. Les Lensois se sont inclinés, samedi 14 mars, sur la pelouse de Lorient 2-1 lors de la 26e journée de Ligue 1. Ils avaient pourtant l'opportunité de prendre la tête du championnat, alors que le match entre le PSG et Nantes a été reporté à la semaine du 20 avril. Favoris sur le papier avec leur place de dauphin à 1 point des Parisiens, les 100 et or ont buté sur des merlus 10e au classement, résistants et opportunistes. Dès l'entame de la rencontre, les hommes de Pierre Sage, qui restaient sur 3 matchs sans défaite, se sont montrés hésitants. Le Lorientais Bamba Dieng n'a lui pas tardé à rentrer dans le match, après avoir raté sa cible à la 13e minute, il s'y est pris à 2 reprises pour pousser le ballon dans la cage de Robin Risser 18e. Les Lensois ont ensuite réagi et mis une forte pression dans la surface adverse en gardant le pied sur le ballon 61 de possession sur la première période sans trouver la faille avant la pause. La clé, ils l'ont trouvée au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Hudson Edouard 48e après une perte de balle du côté lorientais. Dominateurs, les Lensois se sont alors fait surprendre après une brève interruption du match pour cause de jet de fumigène. Tout juste entré en jeu, Eïguin Tosi a fait parler sa puissance pour créer de l'espace avant de conclure face à Risser 65e. Les Lorientais ont alors tout verrouillé et fait preuve de solidarité pour décrocher cette victoire de prestige qui les replace provisoirement en 8e position du classement.